Le choix des époux, sur lequel nous reviendrons longuement dans les chapitres ultérieurs, comporte très souvent des aléas qu'il faut réduire au minimum. Le jeune homme ou la jeune fille qui a pris soin de connaître ses déficiences physiques et psychiques évitera le mariage avec une personne présentant des défauts analogues. D'instinct, il recherchera les qualités contraires afin de maintenir l'équilibre. Tout en construisant l'image idéale de l'être aimé, ceux qui le font cherchent rarement à s'adapter à cet idéal et par conséquent ne méritent pas de le rencontrer. Lorsqu'un jeune homme songe à se marier, la question qu'il se pose d'abord est celle-ci. Parmi les jeunes filles que je connais, quelle est celle qui me plaît le plus? Il exprime ainsi sa volonté de trouver auprès de celle qu'il épousera le maximum de satisfaction personnelle. D'autres gens, moins nombreux, il est vrai, se posent une question un peu différente. Laquelle de ces jeunes filles voudrais-je rendre heureuse? C'est déjà beaucoup mieux, évidemment. Mais si la première question décèle de la sécheresse de cœur, la seconde met en évidence un certain égoïsme à deux qui n'est pas très généreux non plus. Peut-être, en cherchant bien, trouverait-on quelques jeunes gens qui se posent une autre question. De toutes ces jeunes filles, laquelle serait la meilleure maman pour mes enfants? Et du côté des jeunes filles, cette même préoccupation plus spontanée et plus instinctive devrait se révéler dans tous les cas. Lequel de ces jeunes gens qui me courtisent fera le meilleur papa? Mais elle s'inquiète plus volontiers de sa situation dans la société et des avantages matériels qui peuvent en découler. On a certes le droit de penser à son propre bien-être. On a le devoir d'assurer celui d'un mari ou d'une épouse, mais on est tenu avant tout de préparer une vie aussi heureuse que possible aux enfants qui naîtront de cette union. On est tout étonné de constater à quel point est répandue cette idée qu'on se marie pour être heureux. Rien dans la vie naturelle et sociale ne le décrète. On se marie pour se compléter, pour s'aider mutuellement, pour veiller dans la mesure des moyens que l'on met en commun à la prospérité et au bien-être de la société tout entière. Que l'accomplissement de cette tâche apporte beaucoup de bonheur, je le sais. Qu'il y ait dans un mariage heureux une source intarissable de satisfaction, c'est bien naturel. Mais se marier simplement en vue de ces satisfactions, c'est courir le risque de les perdre toutes. Mon attention a été attirée sur cet aspect de la vie de famille par une remarque que fit un jour devant moi un jeune homme qui m'avait longuement entretenu du grand chagrin de sa vie. Il avait beaucoup souffert et il souffrait encore parce que sa mère ne l'aimait pas. Cette femme reportait toute son affection, faite surtout de sensiblerie et d'amour-propre, sur sa fille. Le père, trop faible, n'avait ni réagi ni compensé, et le jeune, plein de nostalgie à la pensée de l'amour dont son enfance avait été frustrée, s'écria sur un ton d'amère ironie que je ne puis oublier. Non, je ne pardonnerai jamais à mon père d'avoir épousé ma mère sans me consulter. C'était une boutade, bien sûr, mais dont le sens est singulièrement profond. Je l'ai reçu comme un choc en plein cœur, comme une révélation de la peine immense qui résulte d'un simple oubli, d'un devoir pourtant bien naturel, et j'ai compris alors que se marier, ce n'est pas seulement essayer d'assurer son propre bonheur, ni même uniquement celui de l'être aimé, mais c'est aussi préparer les berceaux des enfants